BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos deux invités ce soir, François Chollet, directeur général de Montségur Finance, et Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne chez Mansartis. Messieurs, votre sentiment de marché, François? Bon voilà, on a pris 20% depuis mi-décembre sur le CAC 40, 15-20% peut-être sur les principaux indices européens. Bon, la hausse justifiée par tout l'alignement des planètes qu'on a déjà expliqué maintes fois sur ce plateau. Enfin, le rythme de hausse, là, est-ce qu'il vous inquiète? Est-ce que c'est allé trop vite, trop fort? La bonne nouvelle, c'est que la hausse est déjà passée. On a déjà fait 2 fois 10% en 2 mois, donc on est assez heureux. C'était pas forcément la raison qui nous a fait acheter des actions, je dirais, l'année dernière. Tout simplement parce que on finissait par acheter des actions par défaut pour les clients. C'est-à-dire qu'on s'est bien aperçu à un moment donné que tous les portefeuilles obligataires se trouvaient avec des rendements embarqués extrêmement faibles. Et on a proposé à nos clients la chose suivante, c'est de dire, on va prendre une prorata de ces portefeuilles-là pour essayer de trouver de la rémunération sur les marchés. Et aujourd'hui, on la trouve uniquement sur une catégorie d'actifs risqués, les actions. Et on a constitué pour ces clients-là, pour une partie de leur portefeuille, une sélection de valeurs de rendement avec des gros dividendes, beaucoup de visibilité, etc., qui a porté énormément de performance, pour le coup, bien plus vite que ce que l'on pouvait imaginer, puisqu'on a continué à faire ça, je dirais, au deuxième semestre de l'année dernière, et qu'aujourd'hui, on est sur des rythmes de performance à plus 30 par rapport à ces achats-là. Ça devient un peu compliqué de suivre face à ce genre de hausse. Ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que tous les indicateurs techniques, je sais que vous en avez beaucoup qui s'expriment sur BFM Business, disaient plutôt que les objectifs étaient autour de 3800 points pour l'indice CAC 40 sur l'Eurostoxx, des niveaux qui sont, allez, on va dire, autour des niveaux actuels. Et finalement, aujourd'hui, on reçoit très régulièrement des publications avec de nouveau du potentiel. C'est-à-dire que la force récente du marché rouvre de nouveaux potentiels techniques sur les marchés avec un élan qui est assez surprenant. Je crois qu'il faut être assez raisonnable dans ces périodes-là, être capable de réallouer un petit peu les portefeuilles de façon à ne pas dépasser par défaut la dose de risque que les clients vous demandent. Donc réduire un petit peu le risque quand on en a bien profité sur la partie action. Quand vous avez un portefeuille prudent et que ce portefeuille prudent voit sa poche action monter de 30%, forcément elle est capable de sortir de ce profil-là. Et donc je crois qu'il faut être prudent et donc régulièrement revenir sur ces dossiers et puis prendre quelques bénéfices. Il y a encore de belles opportunités sur les marchés, il y a encore effectivement de quoi atteindre les objectifs à 7-8% dont on parlait là, notamment parce que certains poids lourds des indices ne sont pas encore à des niveaux de croissance depuis le début de l'année qui sont satisfaisants. Je pense par exemple au secteur financier, qui est un gros poids de l'indice CAC 40 ou de l'Eurostoxx, mais qui n'est pas un gros contributeur depuis le début de l'année. C'est le cas aussi du pétrole, qui n'est pas un gros contributeur et qui est en sous-performance. Donc il y a du potentiel sur les indices du fait d'un rattrapage d'un certain nombre de valeurs, mais globalement, je crois qu'il y a des arbitrages d'ores et déjà à faire pour les clients qui sont investis en actions et qui ont vu leur patrimoine grimper à une vitesse ahurissante. La leçon quand même de ces derniers mois, et c'est très intéressant, dans la composition de la hausse et dans la stratégie que vous avez menée, c'était d'aller vers des valeurs de rendement, donc finalement les valeurs les plus protectrices au sein des actions. On passe notre vie à essayer de trouver de la rémunération en essayant de maîtriser le risque. Oui, non, mais ce que je veux dire, donc c'est vraiment un mouvement par défaut que nous faisons. Arrive le moment où on est capable de ressortir du risque. Et il faut savoir que quand on sort du risque, on arrive sur une rémunération zéro. Et donc quand vous prenez les 20% sur les 2 derniers mois, ça fait 10 ans de fonds en euros. Ça fait également 1000 ans de taux d'intérêt à zéro que nous avons sur les marchés européens et notamment sur la dette française ou allemande qui sont encore à des taux négatifs jusqu'à 4 ans ou 6 ans pour l'Allemagne. Sébastien, effectivement, cette stratégie, alors ce profil obligataire au départ, mais qui par défaut est obligé d'aller chercher du rendement, donc cette stratégie obligataire, mais sur la classe action. Est-ce que c'est une stratégie, c'est un thème que vous suivez, que vous validez, auquel vous adhérez? Est-ce que vous dites aussi comme François, bon, maintenant, quand on a fait cette performance-là, il faut savoir aussi peut-être réviser un petit peu ces dossiers en simple, allez, s'alléger, prendre un peu ses profits? Chez Mansartis, on a 2 métiers. On a celui d'allocataire d'actifs où clairement, en effet, ce qui a été mentionné nous a poussé à aller sur les actions. Donc on a un biais action sur différents mandats qu'on peut avoir qui est très important. Mais dans notre stock picking, moi je raisonne pas par défaut en quelque sorte. Je dois raisonner de façon rationnelle pour mes clients. Et
Et pour moi, la façon d'être le plus rationnel, c'est de suivre aussi les niveaux de valorisation des marchés et surtout des valeurs. Là où peut-être je nuancerais un petit peu, c'est que finalement, l'année dernière, notamment sur le second semestre, à mon sens, si vous m'avez entendu plusieurs fois sur le plateau, on est arrivé, dans certains cas, à des niveaux de valorisation qui étaient excessivement faibles à la baisse. Je vous avais parlé très souvent de Volkswagen. Volkswagen, c'est pas parce que le titre, depuis quasiment les creux de mi-octobre, début novembre, jusqu'à aujourd'hui, je crois le titre a pris plus de 40 ou 45%. C'est pas pour autant que je vais vendre le titre, parce qu'aujourd'hui, la valorisation me paraît encore raisonnable. Ça veut dire que la croissance des bénéfices, c'est fait plus rapidement encore que la croissance du prix de l'action. Le marché, justement, à force de valoriser ses valeurs de rendement, ce qui a amené d'ailleurs des niveaux de valorisation que moi j'ai trouvé excessifs sur l'industrie des télécoms, où il n'y a pas forcément une grosse croissance. Il y avait de la consolidation, mais il n'y a pas forcément une grosse croissance. L'industrie, en anglais, food and beverage, des Danone, Nestlé, Unilever, qui sont des boîtes de très bonne qualité, mais qui se payaient à 15-20% de primes par rapport à leur histoire, alors qu'il n'y avait pas forcément plus de croissance. En revanche, les sociétés cycliques, à l'époque, se payaient vraiment trop peu cher. Si je prends l'exemple d'une valeur comme Arcelor, c'est pas la meilleure qualité, loin de là, mais dans le bas, on se payait 0,3 fois la book value, c'est-à-dire la valeur si vous liquidez la société, qui avait été son plus bas niveau atteint pendant la crise 2008-2009. Donc alors il y a des forces de rappel. Alors que le groupe avait un niveau de rentabilité qui était beaucoup plus faible, un niveau d'endettement qui était encore plus faible. Donc ça me faisait juste dire qu'à ce moment-là, le marché anticipait un scénario bien pire. Manque de peau, on a justement ce triptyque gagnant. Alors aujourd'hui, je vais être très honnête, moi je suis pas une approche prudente, en revanche j'essaye d'être très raisonnable. Ce que je constate, c'est que j'ai beaucoup plus de mal à trouver des nouvelles idées, donc ça c'est un indicateur. En revanche, il y a moins de valeurs décotées comme ça, que vous arrivez à identifier. Il y a moins de choses aberrantes. Le marché a été vite, mais le marché est assez efficace finalement pour rétablir ses inefficiences. Aujourd'hui, je trouve moins d'inefficiences, j'en trouve encore un peu, mais va falloir être maintenant très sélectif. Ça veut pas dire, ça y est, on est à plus 12 sur l'Europe, je crois, depuis le début de l'année, il faut tout vendre. Ça veut dire maintenant, enfin peut-être, parce que ça fait 18 mois que les stock pickers sont un peu malheureux, peut-être que justement dans cet environnement qui va se normaliser en Europe, les stock pickers vont pouvoir déceler les valeurs où justement on aura des bonnes surprises sur les bénéfices par action et avec des valorisations qui ne le prennent pas encore en compte. François, dans votre stratégie, vous aussi de stock picker, de choix valeur par valeur, là, est-ce que vous arrivez encore à trouver des idées? Si oui, est-ce que c'est parmi les large caps, les grandes blue chips, les grandes valeurs européennes, ou est-ce qu'il faut aller justement faire le travail d'analyse des plus petites valeurs, des plus petites capitalisations moyennes, ou est-ce qu'on peut en trouver encore des idées là? Pour revenir sur des exemples comme Arcelor, on est sur une société qui sous-performe depuis 3 ans, qui est en baisse continue depuis 3 ans maintenant, y compris depuis le début de l'année, si ma mémoire ne me trahit pas, alors que effectivement on est dans une phase où les dernières publications ont été plutôt rassurantes sur notamment les guidances qui ont été proposées pour 2015, et notamment sur le fait qu'il n'y aurait pas forcément d'augmentation de capital sur le dossier. C'est effectivement des choses que l'on peut regarder. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans une phase de rebond des marchés dans lequel, dans une deuxième phase, je dirais que l'ensemble des compartiments se mettent à monter parce que chaque gérant est en train de chercher derrière qu'est-ce qu'il pourrait bien trouver un petit peu en retard, etc. Donc il y a un effet d'entraînement quand même, y compris des dossiers qui ne sont pas forcément de bonne qualité, une fois que vous avez toutes les grandes et belles valeurs de croissance ou de rendement qui sont sur les niveaux de valorisation. Et ça a commencé à tourner un petit peu d'ailleurs, là, depuis le début du mois de février. On est allé chercher ce qui était le plus cyclique, de moins bonne qualité. On a quitté un peu les... Et vous avez... Alors, ce qui est un petit peu embêtant sur Arcelor, c'est peut-être d'attendre effectivement la vraie recovery, peut-être pour retourner sur les dossiers, c'est attendre vraiment qu'il y ait des indicateurs réels de l'activité de l'entreprise. Je pense par exemple dans le même A, dans le CAC 40, il y a Alcatel, qui lui dans une phase effectivement où après plusieurs années extrêmement difficiles, on est sur un chemin vertueux avec à la fois de la croissance de chiffre d'affaires et derrière de la croissance. Vous avez plus de confirmation sur Alcatel de la recovery de l'entreprise que sur Arcelor à ce stade? J'aime bien voir les chiffres d'affaires en croissance avant de rentrer sur les dossiers, et c'est pas forcément le cas de certaines valeurs qui sont aujourd'hui extrêmement peu valorisées par les marchés, mais pour lesquels on a simplement de l'amélioration opérationnelle, de la restructuration qui peut justifier un rebond du titre, et pas forcément un sous-jacent d'activité positif. Sébastien, c'est juste une question de timing. Vous n'êtes pas d'accord sur le timing? Vous prenez un peu d'avance peut-être sur le dossier Arcelor et vous l'assumez, ou est-ce que c'est une analyse différente qui vous porte sur... Non, je l'assume totalement, puisque je suis tout à fait d'accord. En effet, il n'y a pas de croissance. Sauf que pour moi, la valorisation à l'époque 0,3 fois la book value, et aujourd'hui, je regardais avant de venir à 0,45 fois,
fait que de toute façon le marché n'attend pas de croissance. Donc moi ce que je regarde c'est plutôt justement sur la pérennité de la société, et il n'y a pas d'augmentation de capital justement de prévu, et c'était ça la bonne nouvelle, c'est la capacité de la société, même pas au niveau des marges, de juste à générer des flux de trésorerie qui sont sains et qui permettent à la société de faire plus que survivre quoi en quelque sorte. Et je trouve que quand une société est capable de guider comme ils l'ont fait avec des free cash flow quand même qui sont plus que rassurants et qui ont été nettement au-dessus de ce que le consensus pouvait attendre, je trouve que ça mérite un peu plus cher, même si j'ai pas de croissance. Et on a eu des choses un peu similaires sur Rio Tinto, justement, quand on parle des mastodontes des mines. Un biais assez contrariant qui fait que j'investis parfois un peu tôt sur des cycliques. Mais tout à l'heure, je mentionnais Volkswagen, j'avais plutôt eu raison finalement de pas lâcher et de continuer à combattre Monsieur Marché sur des inefficiences. Mon analyse sur Rio Tinto, c'était la même. C'est sûr que le prix du cuivre va rester faible, il y a des surproductions, mais ça tout le monde le sait, ça va durer jusqu'en 2016, peut-être même 2017. Sauf que cet acteur, comme d'autres, est en train de rationaliser, est en train de générer un cash qui est quand même monumental, et aujourd'hui est en train de devenir une valeur de rendement où entre le dividende plus le programme de rachat d'actions, vous avez un rendement de quasiment 6%. Et avec un acteur qui, même à des niveaux de cuivre aussi faibles aujourd'hui, continue à gagner de l'argent sur ses outils de production, puisqu'il a un cash cost, donc c'est les coûts de production à la tonne qui est aux alentours de 15-16 $, quand certains de ses concurrents chinois, on peut aller jusqu'à 16 $. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ces acteurs vont disparaître. Une sélection naturelle qui va se faire d'une certaine manière. Donc c'est sûr que ça va prendre un peu de temps, mais au final, qui sera gagnant sera des acteurs comme Rio. Et donc moi, j'aime bien être là dès lors que les valorisations sont très attractives. Vous disiez tout à l'heure, Sébastien, que vous aviez un peu plus de mal à trouver des idées, notamment en Europe, parce qu'il y a eu déjà un rattrapage sur ces valeurs décotées. Si on prend le secteur particulier des pétrolières et parapétrolières peut-être plus spécifiquement, qui là ont été quand même massivement sanctionnés ces derniers mois. Est-ce que vous êtes arrivé à identifier des dossiers où là il y a eu des aberrations? Alors même si les cours du pétrole sont encore faibles, on va dire, malgré le rebond, on voit que c'est encore très volatile. Est-ce que vous dites à un moment, non, il y a des dossiers, là c'est une aberration, il y a une inefficience de marché et ça vaut pas ce prix-là, ça vaut plus? Clairement, c'est-à-dire que là ça a été sur le pétrole, mais peu importe l'actif en quelque sorte. Oui. Quand je vois en quelques semaines un actif se déprécier aussi vite que ce qu'on a vu sur des majors, forcément intellectuellement je suis obligé en tant qu'investisseur curieux et un peu contrariant de me dire tiens, est-ce que le marché a raison ou pas, et c'est l'analyse qu'on a fait. On est rentré, on était déjà très faiblement exposé sur le secteur, donc on n'a pas de gestion benchmarkée, mais malgré tout on était un peu obligé de regarder, et on est rentré sur un acteur comme Royal Dutch Shell, tout simplement. Donc une pétrolière intégrée. Parce que moi je suis incapable de vous dire si le pétrole va être à tel ou tel niveau, à la différence de ceux qui aujourd'hui vous disent qu'en tout cas ça va rester faible, et c'est souvent les mêmes qui vous parlaient de 150 $ il n'y a pas très longtemps. Moi j'en ai aucune idée, sauf que pareil, je regarde la valorisation, je regarde la qualité de la société, je regarde le bilan, je regarde le rendement, les flux de trésorerie, et Royal Dutch Shell, c'est celui qui a le bilan le plus sain, ils n'ont quasiment pas de dette. Ils ont une capacité aussi encore de réduire les capex, parce que je regardais dans les programmes futurs qu'est-ce que les analystes sont en train d'anticiper, et je voyais qu'il y avait encore du gras à gratter potentiellement en termes de bonnes surprises sur les programmes d'investissement futurs, et la capacité de la société à dégager un rendement. Et quand vous regardez historiquement, ces sociétés, il faut les acheter quand vous avez des rendements aux alentours de 5-6%. Ouais. C'est là où depuis 20-30 ans ça fonctionne. Donc après ça peut prendre du temps, mais c'est clairement une position qu'on a construite. Secteur pétrolier, parapétrolier, là aussi est-ce que vous avez trouvé des idées? Alors il y a la thématique du rendement avec les majors, et puis il y a peut-être la thématique plus risquée sur les parapétrolières d'un retour à une moyenne ou quelque chose. C'est ça, vous avez plusieurs process d'investissement et plusieurs typologies de valeurs. Et lorsqu'on parlait d'Arcelor, c'est une valeur qu'on peut avoir comme un joker aujourd'hui. Et donc vous mettez ça dans des fonds qui sont adaptés à ce genre de situation un peu spéciale. Chez Montségur, on a une opportunité qui a ce genre de valeur en portefeuille, dont Arcelor, mais on est capable d'avoir du CGG Veritas typiquement, pour lequel aujourd'hui à 6 €, on ne sait plus très bien quelle est la vérité des prix entre l'offre qui avait été proposée par Technip à 8 €. C'était à combien? 8,30. Oui, c'était 8,30 et qui a été refusée par la direction. Et puis un point bas, je crois, qu'on a fait en dessous de 5 € il y a quelques semaines. Mais vous dites que quoi? Si Technip a proposé à un moment 8,30 € sur CGG, ils savent de quoi ils parlent, c'est les industriels qui parlent, et c'est eux qui connaissent aujourd'hui la vérité des prix, qui est peut-être un peu faussée et biaisée là par les phénomènes de volatilité de marché. Allez, je vais faire comme pour la musique, il y a un parallèle qui est assez évident, c'est qu'il y a un diapason. Et pour moi, le meilleur diapason, c'est pas forcément l'analyste financier, c'est la personne qui est dans le business, qui est capable de l'évaluer
évaluer a priori mieux que quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur. Et lorsque vous avez des gens de la qualité, des dirigeants de technique qui s'intéressent à un dossier comme CGG Veritas et qui sont prêts à mettre ce prix-là sur la table, je pars du principe qu'ils ont une meilleure grille de lecture et de meilleurs verres correcteurs que les miens pour regarder la qualité des actifs. Après, sincèrement, on est sur des tickets je dirais, un peu spéculatifs, oui. Bien évidemment, mais c'est ce qui anime ce fonds-là. Il y a eu 9 opérations financières sur ce fonds l'année dernière. On espère bien que 2015 sera encore plus important en termes d'opérations. Et je crois que ce qui est en train de se passer sur le marché aussi, c'est qu'avec cet argent qui va continuer à couler à flot, notamment sur l'Europe, qui devient une zone extrêmement peu chère pour les investisseurs en devises, qu'ils soient en dollars ou qu'ils soient chinois aujourd'hui, eh bien il va y avoir des raids de plus en plus conséquents sur des pépites et sur des actifs de qualité en Europe. Et je vois pas qu'est-ce qui pourrait l'arrêter en 2015. Bon. C'est vrai que les grands noms de l'investissement là se tournent de plus en plus vers l'Europe. On pourra revenir sur Warren Buffett, alors qui lance pas un raid. Enfin, c'est tout à fait amical, qui rachète une ETI allemande, entreprise de taille intermédiaire en Allemagne, pour 400 millions d'euros dans les équipements de moto. Et Warren Buffett qui a eu cette phrase. Voilà, il y a des opportunités fantastiques pour nous investisseurs américains à saisir aujourd'hui en Europe. Voilà. D'achat que représente la baisse de l'euro face au dollar depuis quelques mois. On se réjouit de la performance des actions européennes et à juste titre, si ce n'est que si vous étiez un investisseur en dollars, votre performance n'est pas très bonne. Non, mais maintenant que peut-être la baisse de l'euro est faite, peut-être qu'elle s'est stabilisée et que peut-être justement c'est maintenant qu'ils vont pouvoir arriver. Messieurs, on marque une pause, on poursuit cette discussion dans un instant, 17h30, c'est l'heure du fixing en direct. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. On refait la séance avec nos deux gérants en plateau, François Chollet, directeur général de Montségur Finance, Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Mansartis, et en duplex, en liaison avec nous, c'est Vincent Ganne, depuis Daily FXCM. Vincent, bon, le marché, voilà, qui reste sur ses plus hauts depuis juin 2008, séance tranquille. On a envie de voir le verre à moitié plein peut-être quand on suit le feuilleton grec aujourd'hui là. Oui, bonsoir Grégoire. Alors le marché parisien sur ses plus hauts depuis 2008, j'irais même jusqu'à rappeler qu'au fond on est sur les sommets historiques. Rappelez-vous, lorsqu'on intègre les dividendes dans le calcul de l'indice CAC 40, à l'image d'ailleurs du DAX, et finalement les actions européennes évoluent d'ailleurs comme les actions américaines sur leur plus haut historique. Alors au fond, tous ces événements, cette incertitude autour de la Grèce, elle est plutôt lue comme du bruit sur le marché, par le marché action. Le marché action, lui, il se base sur des fondamentaux pour progresser depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et notamment depuis le début de l'année. L'euro qui reste durablement sur un niveau bas, le prix du pétrole qui s'installe aussi durablement sur un niveau bas, et puis bien sûr les anticipations d'accélération de la consommation discrétionnaire au sein de la zone euro. Moi je faisais un premier bilan tout à l'heure de l'indice CAC 40, et puis bon, c'est pas une surprise, on le sait, le secteur automobile est le secteur leader au sein de la zone euro depuis le début de l'année. C'est un mouvement qui a commencé d'ailleurs au mois d'octobre dernier, mais voilà, aujourd'hui ce matin on avait petite respiration du titre Renault qui abandonnait 1,5% pour finalement en gagner toujours 40% depuis le début de l'année. Donc oui, les marchés financiers restent sereins, le marché de la dette naturellement, mais le marché action aussi, toujours en s'appuyant sur ces mêmes fondamentaux, des fondamentaux réels en termes de coûts de production, l'euro, le pétrole, on sait, et puis bien sûr ces anticipations d'accélération de la croissance. Les actions européennes bénéficient d'un arbitrage géographique qui est majeur depuis le début de l'année, et pour le moment cette tendance se poursuit, et on a eu à nouveau aujourd'hui la preuve de cela sur cette séance. Petit bémol en effet sur le secteur pétrole et gaz. Au contraire, aujourd'hui, on note le secteur de la santé, surtout de la pharmacie d'ailleurs, que ce soit du côté des big ou des small cap. Bon, on a Sanofi et Silor, bien sûr, on a Valneva aussi dans le comportement des valeurs moyennes, mais voilà, globalement, le marché est serein. Bon, on va faire le secteur vedette depuis le début de l'année, puis les délaissés. Le secteur vedette, c'est le secteur automobile. Ça, c'est vrai pour le marché français, mais c'est vrai partout ailleurs en Europe, ça, Sébastien Lemonnier. Oui, mais justement, faut pas. C'est pour ça que je voulais parler de ce sujet. C'est ça peut faire peur justement de voir un Volkswagen, un Renault, même un Peugeot avec des flambées comme ça de cours. Sauf que c'est le secteur sur lequel en 2014 les investisseurs se sont trompés. Les niveaux de valorisation étaient ridicules, mais c'est le seul secteur qui, alors même qu'il avait eu des révision à la hausse des bénéfices par les ensembles des analystes, c'était un secteur qui avait largement sous-performé. Donc les analystes s'étaient trompés. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir des mouvements aussi forts, c'est juste le reflet, le rattrapage, normalisation de l'excès finalement négatif. Et puis comme en plus il y a l'euro, il y a le fait qu'on est dans un environnement de taux qui est très faible, finalement il va peut-être, alors qu'on s'attendait plutôt à un déclin, il va y avoir une accélération de cette croissance. Donc c'est là où il faut relativiser. Moi j'ai du Volkswagen, vous le savez
maintenant bien. Ça reste ma première ou deuxième position dans le fond, mais je suis très à l'aise pour les garder puisque le titre en absolu n'est pas cher et les bonnes nouvelles vont continuer. Alors un des secteurs peut-être les plus en retard aujourd'hui, je mets à côté les pétrolières et les ressources de base, mais c'est l'autre secteur qui suscite des interrogations, c'est le secteur bancaire, François. Non, je vous vois froncer les sourcils. Effectivement. Bah oui, non, mais le secteur bancaire, alors même si ça bouge un peu, ça reste un secteur très volatile en bourse et qui est en retard. Pourquoi est-ce qu'on est aussi en retard là sur les bancaires ? En fait, en réalité, on est en train de vivre quelque chose que nous n'avons jamais vécu. La quantitative easing qui va se produire en Europe, on l'a vécu ailleurs, mais on ne l'a jamais vécu en Europe et on ne sait pas de quelle mesure ça va faire ressortir des liquidités sur l'économie, on ne sait pas vraiment où. Et il y a beaucoup de trappes à liquidités en plus en zone euro, donc on se demande vraiment quel effet ça pourra avoir dans un deuxième ou troisième rang sur l'économie et sur la vie normale des entreprises. Ce qui se passe, c'est qu'on a des taux qui sont zéro, extrêmement faibles, et que piloter une banque dans ces conditions-là, c'est difficile. Pareillement pour un assureur, d'ailleurs, on peut se poser la question aussi sur le secteur de l'assurance. Donc ça justifie effectivement à un moment donné qu'il y ait un peu de suspicion sur le secteur. Deuxième aspect, c'est que si vous pensez que l'économie française ou européenne va repartir, a fortiori italienne, un acteur comme BNP aujourd'hui est forcément un acteur avec un effet de levier positif sur l'économie. Donc vous pouvez l'acheter dans des conditions qui sont aujourd'hui assez exceptionnelles en termes de valorisation, puisqu'il y a encore une décote sur les actifs tangibles, on appelle ça comme ça, mais je crois qu'il faut revenir à quelque chose de normal. S'il n'y a plus de scénario noir sur le secteur financier en Europe, on peut commencer à regarder non plus forcément la valeur d'actifs des banques en cas de faillite totale du système, c'est simplement de regarder maintenant la profitabilité et les multiples de valorisation sur les résultats. Or là, qu'est-ce qu'on peut regarder? C'est que on a aujourd'hui, malgré le rebond récent de Crédit Agricole, des titres qui sont extrêmement bien, dont le parcours boursier récent est relativement faible et qui en valorisation relative, que ce soit par rapport à leurs pairs bancaires européens ou que ce soit en absolu par rapport au marché, sont très en retard. Mais l'autre sujet qui est majeur, pour revenir sur les problématiques un peu macroéconomiques, c'est qu'il y a une autre chose qu'on n'a jamais vécue, c'est l'arrêt de la politique à taux zéro aux États-Unis. Et oui, et tout ça va se vivre en même temps même, c'est ça. On entre en terre inconnue et là, pour le coup, en Europe avec la BCE et à l'inverse aux États-Unis, on en sort. Pour l'instant, quand on a eu une remontée des taux aux États-Unis, il y a toujours une phase de correction derrière celle-là. Et on voit bien que cette phase est imminente. Alors le mot imminent étant relatif, c'est de quelques semaines à quelques mois, mais c'est en train de venir, et ça va venir, le cas échéant, massivement, puisqu'on sait bien que à chaque fois, la politique de remontée des taux, c'est pas viser 1 ou 2% après des taux zéro, c'est viser 3, 4%. C'est ce qu'on a eu systématiquement dans les phases de durcissement. Et là, ça peut être différent cette fois ou pas, François? Parce que c'est ce qu'on croit comprendre quand même, que ce ne sera pas une normalisation normale. Sur l'intelligence des marchés, et je trouve que les investisseurs sont très optimistes sur le fait que cette politique de taux zéro puisse finalement durer ad vitam aeternam, ce que je n'imagine pas. Vincent, un mot là-dessus. Là. Est-ce que le risque pour vous, il est aux États-Unis aujourd'hui? Est-ce que s'il doit se passer quelque chose de négatif, c'est de là que ça viendra? Alors si vous faites référence aux perspectives de voir un cycle haussier des taux d'intérêt s'engager aux États-Unis, je pense pas. Dans l'absolu, c'est globalement une bonne nouvelle puisque l'économie américaine serait capable de l'encaisser. Puis quand bien même une hausse des taux aurait lieu aux États-Unis cette année, elle serait de quoi, de 25 points de base. Les taux repasseraient le taux de Fed Funds à 0,50. Est-ce que concrètement ça changerait quelque chose pour le financement de l'économie? Honnêtement, je pense pas. Donc en tout cas pour le moment, cette perspective elle est connue, elle est plutôt attendue pour la fin de l'année 2015, voire 2016. Et pour le moment, elle ne représente pas un frein à la progression des actions américaines. Ce qui a plutôt freiné la progression des actions américaines en début d'année et ce qui a pu créer ce phénomène de sous-performance vis-à-vis des actions européennes, c'est plutôt des aspects de valorisation. Donc pour le moment, je ne pense pas que ces perspectives d'évolution de taux d'intérêt soient perçues comme un risque. Et puis si hausse de taux il y a, de toute façon, ça restera, je pense, assez mineur. Bon, alors Sébastien, si vous voulez réagir à tout ça, puis un mot du secteur bancaire, parce que je sais que vous n'aimez pas les banques en tant qu'investisseur, j'entends, mais vous regardez, j'imagine, les valorisations, enfin vous faites un screening complet de la cote, donc vous voyez bien les valorisations, là vous dites, oui, elles sont anormalement pas chères, ou vous dites, ben non, elles sont certes pas chères, mais peut-être pour des raisons que je peux comprendre. Non, c'est pas que j'aime pas les banques, c'est juste un raisonnement de bon sens, j'aime bien investir dans ce que je comprends. Et une banque, j'ai du mal à comprendre. Le seule chose que je voulais en effet rajouter sur les banques, c'est un vrai souci quand même par rapport à la réglementation. Si je prends l'exemple de BNP, j'ai pu rencontrer le management il n'y a pas très longtemps. BNP, si sur la publication il y a eu une déception, c'est tout simplement parce que par rapport au plan
de croissance future, on s'est rendu compte que finalement les coûts associés pour générer cette croissance vont être supérieurs par le fruit de la réglementation, parce qu'on rajoute continuellement des taxes, et ça c'est malheureusement structurel, et c'est assez terrible parce que on peut en effet reprocher aux banques de pas jouer le rôle de relais en prêtant de l'argent, mais c'est vrai que de l'autre côté on n'arrête pas de leur taper dessus aussi par la réglementation, et ça malheureusement c'est structurel et ça va durer. Il y a quand même tous ces problématiques de litige. Je crois aujourd'hui il y avait encore un sujet sur Deutsche Bank, sa filiale aux États-Unis. Oh bah, il y en a, oui. Donc ça ajoute. Et puis le problème de tout ça, c'est qu'aujourd'hui au sein des banques, c'est plus ceux qui créent vraiment de la valeur économique qui sont en fait prévalents, c'est avant tout des contrôleurs. Et qu'aujourd'hui, pour une banque, pour générer de la croissance, ça implique 2-3 fois plus de coûts de contrôleurs que par le passé. Et le problème, c'est quand vous avez une banque, j'ai rien contre les contrôleurs, mais quand vous avez une banque qui est dirigée ou ou en tout cas les contrôleurs sont en train de prendre le dessus, bah ça crée quelque chose où le contrôle, et à la fin, je suis pas sûr que ça profite à l'actionnaire. Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours du mal, parce que à part acheter éventuellement un price to book des côtés, j'ai du mal à voir sur un horizon 5 ans quelle peut vraiment être la croissance, parce que je suis pas sûr que ces gens-là pourront totalement en profiter, parce qu'il y aura un impact qui sera quand même moindre par le passé en termes de levier opérationnel. On leur demande des fonds propres qui sont bien plus importants, ce qui fait qu'à résultat égal de BNP aujourd'hui, on a des retours sur l'equity qui sont 2 fois plus faibles. Donc il y a aussi un sujet structurel et qui me fait préférer la limite plutôt des petites et moyennes capitalisations boursières qui, elles, profiteront pleinement de cet effet domestique, mais aussi de cet environnement taux qui va rester attractif. Bon, messieurs, on va marquer une dernière pause. Merci à Vincent Gann de nous avoir accompagnés pour la clôture ce soir, analyste chez Daily FX, FXCM. Clôture, je vous la rappelle, plus 0,65% pour le CAC, 4862 points. On marque une dernière pause, on se retrouve pour la fin du Club de la Bourse dans un instant.